Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour vous. Je suis en pleine création d'un tout nouveau programme de coaching pour 2025 et il est essentiel pour moi qu'il soit parfaitement aligné avec vos besoins, vos défis et vos aspirations. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide précieuse. Prenez juste 10 minutes pour répondre à un petit questionnaire. Ce sera l'occasion de réfléchir à votre propre parcours et à ce que vous souhaitez prioriser en 2025. Et en remerciement, je vous offre un cadeau exclusif, mes 10 affirmations favorites pour transformer 2025 en une année extraordinaire. Ces affirmations vous apporteront une bonne dose d'énergie positive et vous aideront à avancer avec clarté et confiance. Le lien pour trouver ce questionnaire est sur la page du podcast à l'adresse christinelevicki.com/shine-podcast ou bien vous pouvez le trouver dans ma bio sur mon compte Instagram @christinelevicki. C'est rapide, simple et ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'exceptionnel. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure avec moi. Maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Margot Adrians, une voix singulière et éclairée sur un sujet universel mais souvent relégué dans l'ombre, la mort et le deuil. Psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique et psychopathologie diplômée de l'Université d'Aix-Marseille, Margot a soutenu en 2023 une thèse innovante qui explore le lien entre les discours des patients en fin de vie et le récit littéraire romantique. Son expérience est vaste et profondément humaine. Elle accompagne dans leur dernier voyage des personnes atteintes de maladies incurables au sein d'une unité de soins palliatifs, tout en soutenant leurs proches face à cette épreuve. Parallèlement, dans le cadre de sa pratique libérale, elle reçoit des patients confrontés à la maladie ou à la perte, leur offrant un espace d'écoute et de reconstruction. Passionnée par la transmission, Margot partage son savoir en enseignant à l'université et en développant des formations pour les professionnels de santé et les bénévoles engagés dans l'accompagnement. Tout au long de sa carrière, elle a su donner un visage à l'impensable et tendre une main empathique à ceux qui traversent les moments les plus vulnérables de leur existence. Margot a ainsi élaboré une approche unique et profondément humaine du deuil, s'inspirant des récits de vie qu'elle a eu le privilège de recueillir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle est notre invitée. Et ensemble, nous allons plonger dans cette expérience universelle qu'est le deuil, en dépassant les tabous et en explorant les moyens de l'apprivoiser pour en faire une étape de transformation et d'amour. Alors bonjour Margot et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci de me recevoir à votre micro pour ce vaste programme, n'est-ce pas? Exactement. Et alors on va commencer par la grande question fondamentale. Pourquoi selon vous la mort suscite-t-elle une peur aussi profonde et universelle? Alors, je vais commencer par des mots qui ne sont pas miens, mais qui sont ceux du fondateur de la psychanalyse et qui, moi, m'ont tout de suite percuté. Freud nous dit que finalement, la mort ne trouve aucune représentation dans l'inconscient. Ce qui veut dire que la mort est ce seul objet qui ne trouve aucune image, aucune définition. C'est assez simple en fait. C'est que finalement, quand on veut faire l'expérience de s'imaginer mort, c'est une expérience impossible, car on se trouve toujours spectateur de sa propre mort. Euh, et je crois que finalement, ce non-sens, ou en tout cas ce hors représentation, euh, est particulièrement effrayant pour la personne, pour le sujet. Parce dans notre quotidien, on a besoin de mettre du sens sur ce qu'on vit. Et là, face à la mort, euh, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, on se comporte quotidiennement comme si la mort n'existait pas. On est dans une société qui prône d'ailleurs l'autonomie jusqu'au bout, qui balaye les questions du vieillissement, etc. Donc finalement, la mort est reléguée vraiment à un plan bien éloigné. Euh, mais en même temps, elle attise aussi notre curiosité. Et je pense que c'est ça qui fait peur. C'est que finalement, pour répondre à votre question,
on peut pas lui donner une image claire. On aimerait pouvoir la saisir, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Et je Mhm. crois que c'est parce qu'elle nous échappe qu'elle est effrayante. Mhm. Il y a une espèce de mystère. Il y a un Au... mystère. A priori, personne n'est revenu pour nous dire à quoi ça ressemble. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez impalpable dans l'idée de la mort. Et pourtant, c'est ce que je répète souvent aux personnes avec lesquelles, enfin, que j'accompagne ou les personnes que je côtoie. Je dis pourtant, c'est bien ce qui nous qualifie en tant qu'être humain. C'est qu'on est délimité par un début et par une fin. Après, Mhm. on va tous y aller. Et Mhm. pourtant, on voit bien, et moi je m'en rends compte autour de moi, que la mort, ça fait absolument pas partie des sujets que l'on aborde. En tout cas, je parle là de la mort intime. Parce que, on l'a vu au moment du Covid, hein, la mort spectaculaire avec ce nombre de morts qui était affiché là constamment à la télé, hein, la mort spectaculaire, elle, on l'affiche. Mais la mort intime, ou en tout cas sa propre mort et la question de sa finitude, là, ça c'est quand même des sujets sur lesquels on va un peu moins. Mhm. Mhm. J'ai souvent l'impression que, on est tellement dans une société qui valorise la maîtrise, la performance, le fait de dépasser des obstacles, de surmonter des épreuves et d'être ce phénix qui sort des cendres. Voilà, on a vraiment ce héros. Du coup, le fait de mourir peut être vu comme un échec. Absolument. Et vous, c'est très juste ce que vous dites, parce que on est dans une société qui, effectivement, qui prône le beau, qui prône la question de l'utilité. Moi, souvent, mes patients me disent, mais finalement, si je vais mourir, à quoi bon continuer de vivre? En tout cas, si je ne sers plus à rien, à quoi ça sert d'exister? Est-ce qu'on peut résumer la question de l'existence à l'utilité du sujet pour la société? C'est quand même un peu effrayant. Mhm. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose, effectivement, qu'on ne peut pas maîtriser. En tout cas, la mort, on ne la maîtrise pas. La mort, la maladie, toutes ces questions-là, c'est quand même voilà, des choses qu'on ne maîtrise pas. Or, le sujet et la société aujourd'hui voudraient tout maîtriser. Et la mort vient aussi signer parfois une rupture, en fait, hein, nette. Hein. Donc, euh, a priori, quand on est mort, on n'est plus vivant. Mhm. Hmm. Mhm. Et c'est vrai que souvent, en tout cas en Occident, la mort est souvent mise à distance. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mourant, on va laisser les institutions, les hôpitaux, les maisons de retraite gérer la mort ou gérer la fin de vie ou gérer la maladie, la vieillesse. Et nous, en tant qu'humains, on ne sait pas quoi faire, en fait. Il y a souvent beaucoup de malaise d'aller visiter les gens dans les hôpitaux, d'aller visiter les gens dans les maisons de retraite. Il y a on n'a pas appris, on ne sait pas être avec cette phase de vie, en fait. On ne sait pas être avec les gens qui sont dans cette phase de vie. On a peur de mal dire, on a peur de mal faire. Et puis, on est très, très, très mal à l'aise. Bien sûr. Mhm, Parce qu'on est avant tout mal à l'aise avec ce que ces questionnements renvoient chez nous, je dirais. Je crois que c'est ça. C'est ça qui est assez paradoxal finalement, parce que quand vous dites ça, j'ai l'image des maternités. Alors même si on va plus tellement dans les maternités maintenant, mais on n'a pas de mal à aller visiter un nourrisson qui vient d'arriver au monde. Et mhm, pourtant, on n'arrive pas à aller dire au revoir à quelqu'un qui s'en va. C'est mhm, mieux. Comme mhm, si finalement on laissait beaucoup plus de place à la vie qu'à la mort. Or, comme je le disais tout à l'heure, la mort fait partie de la vie. C'est bien, enfin, ce qui nous qualifie d'être vivant, c'est bien parce que notre vie va s'arrêter aussi à un moment donné. mhm, Et déjà, ne serait-ce que de l'accueillir comme ça, ne serait-ce que de penser la mort comme faisant partie de la vie, comme quelque chose qui vient délimiter, certes, la vie, mais en fait, quand on arrive au monde, on va aussi mourir. mhm. En fait, je réalise là que j'en parlais il y a quelques temps, il y a quelques jours à mon mari, mais pas forcément sur la mort, je parlais notamment de la vieillesse. En fait, la vieillesse et la mort sont très peu représentées dans les livres, dans le cinéma. On a peu d'images de cette phase de vie, ou alors on a les images dramatiques, comme vous disiez tout à l'heure, oui, la mort spectaculaire, celle-là, oui, elle est représentée, mais juste la mort ordinaire.
la mort ordinaire, et puis la vieillesse, cette mort qui dure plusieurs années, en fait, hein, du corps humain qui fonctionne moins bien, du cerveau qui fonctionne moins bien, ben ça, c'est peu représenté et peu valorisé. On a tendance à penser, voilà, que les personnes vieillissantes ou les personnes diminuées ou les personnes mourantes euh, ne valent rien. Mhm. Ou, enfin, je mets des mots forts, hein, peut-être là, mais Vous avez raison. En tout cas, qu'elles ne servent plus à rien. voilà. Et ça, les personnes le disent, hein. Les personnes âgées le disent, et même avant d'arriver à cet âge peut-être avancé, euh, ça me fait penser à certaines personnes que j'ai pu accompagner qui, au moment du passage à la retraite, me disent, mais finalement, si je ne suis plus en activité professionnelle, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Comme si, finalement, effectivement, toujours dans cette question d'une société de surproductivité, j'allais y arriver, Mhm, mhm, surproductivité qui valorise, euh, en tout cas, qui résume notre existence à notre utilité. Voilà. mhm, mhm. Euh, est-ce que est-ce que c'est au niveau de la médecine quelque chose a changé? Est-ce que c'est au niveau de la prise en charge de la maladie, de la médecine et avec d'avoir des nouveaux propos, une nouvelle posture? C'est vrai que à partir du moment où on rentre dans un hôpital, où on rentre dans une maison de retraite, on est catégorisé, on est traité comme une personne mourante ou on est traité comme une personne malade et cette maladie ou cette vieillesse devient notre identité. Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour vous. Je suis en pleine création d'un tout nouveau programme de coaching pour 2025 et il est essentiel pour moi qu'il soit parfaitement aligné avec vos besoins, vos défis et vos aspirations. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide précieuse. Prenez juste 10 minutes pour répondre à un petit questionnaire. Ce sera l'occasion de réfléchir à votre propre parcours et à ce que vous souhaitez prioriser en 2025. Et en remerciement, je vous offre un cadeau exclusif, mes 10 affirmations favorites pour transformer 2025 en une année extraordinaire. Ces affirmations vous apporteront une bonne dose d'énergie positive et vous aideront à avancer avec clarté et confiance. Le lien pour trouver ce questionnaire est sur la page du podcast à l'adresse christinelevicky.com/shine-podcast ou bien vous pouvez le trouver dans ma bio sur mon compte Instagram @christinelevicky. C'est rapide, simple et ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'exceptionnel. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure avec moi. Et maintenant, c'est parti pour la suite de notre épisode. Euh, alors, je pense qu'il y aurait tellement de choses à répondre à votre question, mais euh, ce qui me vient déjà sur le premier plan, c'est l'idée que la mort, ou en tout cas la fin de vie, peut être vécue, et ça, déjà par les médecins, comme un échec. Mhm. Oui. Parce que, parce que souvent, c'est à cause de la médecine. La médecine n'a pas réussi à guérir, donc finalement, la mort vient comme l'échec de la médecine. Mm. Ou Moi, l'échec de la personne qui n'a pas su se battre. On dit tellement aux personnes, tu vas combattre ça, tu vas te battre. Là, on parle notamment des cancers ou des maladies. tout à Il y a fait. tellement... Et cette énergie de combattre la maladie, elle est importante pour que ça arrive effectivement. Elle fait partie de ce qui va contribuer à ce que la personne puisse se guérir. Mais en même temps, on ne fait pas de place à la mort hein, dans ce Non. discours-là. Et moi, ce terme de combativité m'interroge beaucoup. Parce que si on parle de combat, on parle de guerre. Mhm, Et la dernière fois, une patiente me disait, mais j'ai plus envie de suivre des traitements, j'espère que le scanner ne sera pas bon. J'en peux plus de cette chimio, elle me fait trop de mal. Et, euh, mhm, et finalement, effectivement, le scanner n'a pas été bon et elle était soulagée que le scanner soit mauvais. Pourtant, c'est pas de dessin, hein. Ça veut dire que elle va plus, que sa maladie progresse, qu'elle va mourir certainement de cette maladie, chose qu'elle sait depuis longtemps. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vont penser mes proches? Je suis pas une mhm, battante.
Et là, je lui dis, mais vous êtes en guerre? Un peu surprise de ma réponse, elle me dit, non, j'ai pas envie d'être en guerre. Et je lui dis, ben, je comprends que à la fin de votre vie, vous n'ayez pas envie d'être en guerre. Je lui dis, puis partir en guerre quand on connaît déjà le vainqueur, moi, je suis pas sûre que ça soit une guerre. mm, mm, Et c'est là où, effectivement, le poids de ce combat, il faudrait se battre, il faudrait être fort, il faudrait tout accepter, euh, tout en négligeant aussi les effets délétères des traitements. Enfin, moi, je le constate quotidiennement, hein. Bientôt, et souvent, on ne va pas mourir de la maladie, on va mourir guéri des effets des traitements. Donc pour moi, il y a aussi, pour répondre à votre question, la nécessité de repenser peut-être une médecine. Une médecine qui est dans l'air du temps, hein, qui, qui, euh, qui profite en tout cas et qui est dans le fait de guérir, le fait de... Et à partir du moment où on ne peut pas guérir une maladie, hein, je ne dis pas guérir un malade, hein, je dis guérir une maladie, ben, finalement, on laisse ces personnes de côté et comme si elle n'avait plus de place, comme si elle n'avait plus quelque chose à apporter en tout cas. Euh, et peut-être qu'il s'agit non pas de guérir des maladies, mais peut-être plus d'accompagner des malades, ou d'accompagner des personnes avant tout. mhm, de faire de la place. Faire de la place pour pour ce vécu. Mm. Faire de la place que vivre la maladie, que vivre la mort fasse partie de la société, en fait. Tout à fait. Fasse partie de la société, soit pas juste relégué au fond du couloir à ceux qui veulent bien s'en occuper, Mm. à ceux qui... Accepter qu'on n'est pas des tout-puissants. Je crois que c'est Mhm, mhm, surtout ça. Voilà. mhm. Alors, en comparaison, il y a certaines cultures qui, eux, qui font ça, qui intègrent plus la mort dans leur quotidien. Par exemple, dans les traditions asiatiques, elle est perçue comme une transition, ou alors il y a des rituels africains qui célèbrent les ancêtres. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces approches pour mieux approcher la mort chez nous en Occident? Je crois que ce qu'elles ont en commun, euh, je pense notamment aussi à la culture mexicaine, hein, euh, parce que j'ai été au Mexique l'année passée et donc j'ai pu constater ça moi-même. Euh, je crois que ce qu'elles partagent entre elles, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet impératif, me semble-t-il, de pouvoir inclure la mort comme faisant partie de la vie. Mhm, Alors qu'on la pense comme une transition, comme un passage, euh, en tout cas, la mort n'est pas quelque chose de délimitant dans ces perspectives-là. Euh, et peut-être que c'est un autre prisme, justement, un autre regard sur la mort qui, pour reprendre le terme que vous employez, fait de la place à la mort. Moi mhm, j'inviterais déjà justement à faire de la place à la mort, à la maladie, à la finitude, parce que je le répète, euh, on va tous y aller. mhm. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime dans le fait de vous recevoir au micro aujourd'hui. J'ai constaté il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des décès dans ma famille, j'ai vécu, je suis allée à quelques enterrements, enfin voilà, on a tous. Et là, je me suis dit, mais moi, en fait, j'ai vraiment senti que la manière dont la société me proposait de vivre la mort, j'ai vraiment senti que ça allait pas être assez pour moi, ça allait me traumatiser, en fait, ça allait générer des traumas, Mm. de pas avoir assez de place, en fait, la mort, c'est ben voilà, quelqu'un meurt, alors quelqu'un est mourant, ben, si on y arrive, on a réussi à aller le voir, peut-être qu'on a réussi, peut-être qu'on n'a pas réussi. Moi, en plus, je suis expatriée, donc c'est compliqué parfois d'aller voir les personnes en fin de vie, parce que je suis à l'autre bout du monde. Mais voilà, peut-être que j'ai réussi à être présente un petit peu à ce moment-là. Mais après, voilà, la personne est morte et ben voilà, on la met dans le cercueil, on la met en terre, on fait une cérémonie et puis lundi prochain, on est au boulot, quoi. Et la vie reprend et faut reprendre, faut que la vie reprenne. Mm. Et moi, je me suis dit, non, non, oui, il faut que la vie reprenne, mais il faut aussi faire de la place à la mort. Et c'est pour ça que je me suis formée personnellement pour être death doula, comme on dit aux États-Unis, accompagnatrice, Mm. euh, pour pouvoir être plus équipée pour faire de la place à la mort. Et c'est vraiment ce que j'ai appris dans ma formation, c'était de réapprendre à être avec la mort.
Mm, de savoir quoi faire quand la mort est là. mm. Et de pas perdre nos moyens, en fait, de ne pas perdre nos moyens, savoir quoi faire quand la mort est là. Et je pense qu'en tant que société, on a besoin de réapprendre ça. Mm. On a besoin de réapprendre aussi souvent, on cache la mort aux enfants, on leur dit pas, on a tellement peur de ça qu'on veut tellement les préserver, qu'on leur raconte un peu des bobards sur où est passée telle personne ou quoi que ce soit. C'est tellement triste, en fait. Alors que les enfants sont souvent les mieux équipés et les plus à l'aise avec la mort. Absolument, absolument. Oui, c'est aussi votre expérience? Ah, tout à fait. Euh, Puis les enfants, alors ils ont certes besoin de l'imaginaire, mais ça me fait penser à un petit garçon qui m'avait dit, enfin qui avait dit à sa maman parce qu'elle lui a dit, bah mamie est partie au ciel, ah bah dans ce cas-là on prend l'avion et on va voir mamie. Euh, Mm. Effectivement, tout ce symbolique-là, et pourtant les enfants, justement en fait, ils n'ont pas peur de la mort parce que ce qui fait peur, ce sont les représentations qu'on met sur la mort ou qu'on met autour de la mort ou qu'on met pour la masquer. L'enfant, lui, est complètement préservé de toutes ces représentations-là et donc il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus spontané. Et ça ne veut pas dire qu'il mesure pas, hein. Enfin, en tout cas, à partir de 6 7 ans, on sait qu'il y a quand même une compréhension de la mort un peu équivalente à l'adulte. En tout cas, ça devient quelque chose d'irréversible et d'universel. Euh, mais jusque-là, en fait, j'ai envie de dire peut-être qu'il faudrait, alors ce serait utopique, hein, mais bon, pourquoi pas rêver, euh, de pouvoir conserver en fait son rapport d'enfant avec la mort. Voilà, de Mhm. pouvoir garder cette légèreté et de pas en faire quelque chose de sacralisé ou en tout cas quelque chose de délimitant. Parce que moi, je le vois quotidiennement, la fin de vie euh, est pleine de possibilités, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Mm. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de richesse, beaucoup de grâce dans cette phase. Il y a une opportunité de se retrouver, de se dire des choses, de vivre des silences, de se tenir la main, de rentrer en lien avec l'autre autrement. Bien sûr, Mhm, on parlerait aussi d'intensité. mhm, Euh, Souvent, on me dit, mais Margot, comment tu peux faire ce métier d'être psychologue en soins palliatifs, d'accompagner des personnes qui traversent tout ça? Et je trouve que ça apporte tellement, euh, avant tout, enfin moi, ça m'apporte déjà personnellement, mais c'est aussi une intensité relationnelle qui pour moi est inégalable. mhm, On vit des moments qui sont des moments complètement suspendus. Euh, je parle de la notion de temporalité là, c'est cette idée d'un temps qui n'est pas le temps au sens de chronos, hein, qui est un temps mhm, imperceptible, comme on pourrait dire. Il y a des minutes qui peuvent nous paraître interminables et des secondes qui nous paraissent être des heures, hein. C'est cette mhm, idée-là de cette temporalité. Et effectivement, dans ces moments-là, ce temps suspendu, qui peut être parfois long pour certains, qui peut être parfois très court, on est pris par plein de sentiments différents. Et oui, il y a cette idée de grâce, en tout cas, il y a cette idée que euh, le temps se fige pour pouvoir être vraiment dans l'instant, dans l'authenticité, dans le moment. Plus rien ne compte finalement à part ce qu'on vit là. Alors, mhm, ça peut être dans les mots, ça peut être dans le partage, parfois dans les silences, vous l'avez dit. Euh, c'est pas, voilà, ça peut être au-delà des mots, mais c'est le fait, parce que souvent on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que je dois parler à mon parent qui est en train de mourir? Euh, je crois qu'il faut s'écouter avant tout. Voilà. mhm, Il faut être authentiquement là. Investir sa présence, c'est déjà une parole, en fait. mhm. Investir sa présence, mais ça déjà, qui le fait pendant qu'il est vivant? Euh, c'est ça aussi le cadeau de pouvoir être présent avec la mort, c'est qu'on a cette opportunité d'investir sa présence, d'investir sa vie. Et ça, c'est une formidable leçon de vie. Mm. Alors, j'ai une question. Il y a tout un mouvement de naissance à domicile, justement, avec les doulas de naissance. Est-ce que vous constatez qu'il y a aussi des demandes de personnes qui veulent mourir à domicile?
Oui, tout à fait. Alors, je vais répondre sur deux plans à votre question. Il y a énormément de personnes que j'accompagne qui souhaitent mourir chez elles. Moi, j'ai la chance de vivre à côté d'Aix-en-Provence, dans une région qui est particulièrement bien lotie en termes de prise en charge à domicile avec des infirmiers, des médecins disponibles. Donc, j'interviens moi-même à domicile pour accompagner des personnes malades et leurs proches. Donc, effectivement, il y en a. Il y en a toujours eu d'ailleurs, puisqu'avant, on mourait chez soi, hein, c'était beaucoup plus Mhm. commun. Donc, effectivement, il y a ces demandes-là. Après, il y a la réalité. Moi, j'accompagne des personnes malades qui peuvent aussi être en souffrance physique, psychique. Et donc, le domicile peut être compliqué. Le domicile peut être compliqué aussi pour ceux qui accompagnent. Mhm. Quand on a des jeunes enfants, par exemple, à la maison, ou par exemple, ou quand voilà, la personne est trop souffrante, trop douloureuse, ça peut être difficile de rester chez soi dans ce contexte-là. Mais effectivement, autant que possible, euh, on essaye d'accompagner. Mais malheureusement, il y a bien trop d'endroits, en France notamment, hein, qui sont lésés, des patients qui ne peuvent pas mourir chez eux et qui meurent à l'hôpital ou dans des lieux médicalisés par défaut de prise en charge parce qu'il n'y a pas d'infirmier pour venir accompagner, parce qu'il n'y a pas de médecin traitant qui se déplace, parce qu'il n'y a pas d'équipe mobile non plus. Voilà, donc voilà, il y a deux versants de réponse à votre question. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit dans une chambre d'hôpital ou que ce soit chez soi, si on accompagne quelqu'un qui meurt chez soi, mais en tant que personne qui accompagne la mort, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la place, pour savoir quoi faire quand la mort est là? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire qui pourraient apporter de la douceur ou du sacré ou contribuer à faire de la place pour ce moment si particulier qui est la mort? Je me dis, en vous écoutant, que répondre à cette question, ça pourrait mettre un peu de pression, comme on dit. Mhm. Euh, alors, je dirais peut-être plus simplement euh, qu'on est bien trop souvent démunis. Mais ce qui me paraît important, c'est de s'écouter. Pour pouvoir faire de la place, il faut déjà s'écouter. Mhm. Euh, et j'ai envie de dire, peut-être à ces personnes qui le vivent là en ce moment, euh, euh, déjà d'être indulgente avec elles-mêmes, de pas se mettre trop la pression. Des regrets, on peut en avoir, mais c'est pas ça qui compte. Faire de la place, c'est être là déjà. Être disponible, se rendre disponible. Ça veut pas dire être au chevet 24 heures sur 24 de la personne, hein, c'est pas ça. Je dis souvent, moi dans l'unité dans laquelle je travaille, je dis souvent aux familles, vous savez, être là, c'est pas forcément être au pied du lit ou dans la chambre, c'est être non loin ou c'est passer quelques minutes. Euh, il vaut mieux des temps de qualité que des temps infinis qu'on ne pourrait pas investir, hein. Mhm. Donc, accepter que qu'on peut pas être là tout le temps et ne pas s'en vouloir, c'est déjà pas mal. Euh, Faire de la place, c'est accepter aussi sa propre vulnérabilité, ses propres limites. Euh, voilà ce que je répondrais. Mhm. Mhm. Oui, et j'aime bien cette idée de s'écouter et d'être présent à soi-même et de s'autoriser à ressentir ce qui est là en soi Mm, euh, par rapport à cette mort qui est présente. mm, Donc accueillir ce qui est là en soi, vivre ses émotions pleinement et être avec. mm. Mhm. Et aussi parce que je le constate, euh, on peut être vraiment, je parlais de la notion de temporalité, je parlerai de la notion d'ambivalence, on peut vraiment être saisi par des émotions qu'on dira ambivalentes, c'est-à-dire des ressentis peut-être un peu contradictoires. Euh, J'avais une personne qui me disait tout à l'heure au sujet de son parent,
j'aimerais qu'elle s'en aille et j'aimerais la retenir à tout jamais. Mhm. J'aimerais que ça s'arrête parce que je ne supporte pas de la voir souffrir et de souffrir aussi. Et en même temps, je sais que quand elle sera plus là, je vais souffrir terriblement. Mhm. Il faut pas s'en vouloir de ressentir des émotions comme ça parce qu'elles sont tout à fait légitimes et que euh, la situation est tellement, enfin toutes ces situations, tous ces vécus sont tellement inédits. euh, on n'y a jamais fait face auparavant, donc forcément que nos réactions, elles le sont tout autant. Mhm. 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 Euh, j'ai envie qu'on parle maintenant du deuil. Euh, je sais que vous avez développé une approche assez unique qui va au-delà du modèle classique des 5 stades qui sont assez connus de Kubler-Ross. Comment est-ce que vous définissez le deuil et en quoi votre vision diffère-t-elle de ces approches assez linéaires? Alors effectivement, j'ai souhaité proposer, bon, alors, en tout cas réfléchir et penser à une autre approche. Et mon idée, ou en tout cas ma proposition, c'est que finalement, euh, je vois la vie un petit peu comme un chemin. Et donc pour moi, ce chemin serait rempli de deuils successifs. En ce sens, le deuil n'a absolument rien de pathologique. Le deuil n'est Mhm. pas une maladie. Mhm. Euh, alors pourtant, étymologiquement, il vient du terme latin qui signifie dolere, qui signifie souffrir. Mais pour moi, c'est davantage un processus de cicatrisation Mhm. qui va laisser forcément une plaie, qui va laisser une trace. Et ce processus se fait dans le temps, dans la durée, naturellement, et d'ailleurs sans qu'on le décide, hein. Euh, donc finalement, le deuil, pour moi, c'est essayer de passer d'une relation extérieure à quelqu'un à une relation intime, profonde avec soi-même. Je dirais autrement que dans le cas de la perte d'un proche, c'est permettre que l'autre existe encore en soi. Le deuil, c'est pas l'oubli, jamais. Mhm. Et toute notre vie, on va être confronté comme ça à des deuils successifs, hein. Euh, c'est pour ça que je reviens sur l'idée euh, que c'est pas une maladie, le deuil. C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu effrayée parce que dans les manuels de psychiatrie, on peut constater qu'au-delà de 6 mois, le deuil est considéré comme un deuil pathologique. Je crie au secours, au secours. Pour moi, justement, envisager cette conception et l'idée d'être sur un chemin, c'est qu'on ne quitte jamais vraiment le chemin. Et le deuil, ou en tout cas cet état de deuil, peut être réactualisé à certains moments de notre vie. Et donc, on peut être traversé par tout un tas d'émotions. Alors, on a nommé effectivement la sidération, la colère, la tristesse. Tous ces états-là, on peut les traverser. On peut les quitter à certains moments, mais on peut aussi y revenir. Et là encore, c'est une question de temporalité. Donc, ne vous inquiétez pas du tout si au-delà de 6 mois, vous avez encore des émotions très fortes et très vives. Euh, Moi, ce qui m'interpelle encore plus, c'est parler d'acceptation. Il y a des pertes que l'on ne peut pas accepter. Il y a des disparitions avec lesquelles on ne peut pas faire. Et encore une fois, le deuil n'est pas l'oubli. Donc justement, pour moi, l'acceptation, c'est peut-être déjà la possibilité de se dire, OK, je sais que ça m'est arrivé à moi, je peux en parler sans en être submergée. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'occasion, on en sort là, mais des fêtes de Noël, des rassemblements ou des dates d'anniversaire. Ça ne veut pas dire qu'à la faveur de tous ces événements-là, euh, le deuil va aussi se réactualiser. En tout cas, l'état de deuil et la souffrance va aussi se réactualiser, comme ça, je disais, à différents moments de notre vie. Mhm. Donc il y a cette idée
d'accepter que la personne vit encore en nous, en fait, que la relation, on est toujours en relation avec cette personne, mais c'est une relation d'une nature différente. Oui. C'est en cela où je dis souvent que le deuil est double. Je veux dire par là, c'est très simple, hein, ce que j'explique, c'est, vous savez, vous avez forcément entendu un de vos proches vous dire, euh, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu un tel, et j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Mhm. Parce que effectivement, quand l'autre disparaît, et ça c'est aussi valable dans la séparation amoureuse, hein, l'autre s'en va avec une partie de nous. Il s'en va avec ce que l'on appelle les investissements, nos investissements. C'est la relation. Euh, je vais vous donner l'exemple de la relation amoureuse parce que pour moi, ça illustre très bien. Quand on tombe amoureux, par exemple, qu'est-ce qui nous arrive à ce moment-là? On a l'impression que l'autre est un prolongement de nous-mêmes, mais finalement, nous savons bien que c'est une illusion. On Mhm. va déposer en cette personne euh, des émotions, ou en tout cas des attentes, un idéal qui nous appartient. Bon. Donc, dans toutes nos relations, on va investir l'autre en face. On va l'investir d'une partie de nous. D'accord? Sauf que quand la personne s'en va, quand elle meurt, quand elle disparaît, elle s'en va avec cette part de nous. Elle s'en va avec la relation. Elle s'en va avec ce qu'on avait déposé en elle et justement le lien. En fait, et c'est comment le deuil, c'est peut-être comment on va pouvoir cicatriser de cette perte. Mhm. Comment on va pouvoir traverser justement euh, à la fois la perte de l'autre, réelle, véritable, il n'est plus là, et pourtant euh, la relation perdure d'une manière transformée. Et comment je vais pouvoir transformer et conserver? On dit souvent que pour traverser un deuil, euh, il faut accepter d'avoir perdu pour pouvoir conserver. Est-ce que vous pouvez développer ça? Euh, c'est l'idée, comme je le disais, que quand l'autre va mourir, il va mourir avec cette part de nous, cette intime de nous et de la relation. Et justement, prendre la mesure de ce que j'ai perdu avec l'autre et de ce qu'il a embarqué avec lui au moment de son départ m'aidera à pouvoir traverser le deuil de cette personne. Mhm. Il y a un poème d'Éluard, de Paul Éluard, qui désigne, enfin, qui décrit assez bien. Il dit, euh, je me suis séparée de toi, mais l'amour me précédait encore, et quand j'ai tendu les bras, la douleur est venue s'y faire plus amère. Tout le désert est à boire pour me séparer de moi-même. Mhm. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est que dans le deuil, on perd aussi une partie de soi. Et Mhm. donc, c'est comment je vais réussir à faire le deuil de cette partie de moi que je ne retrouverai pas pour pouvoir justement me reconstruire et avancer. Et donc, pour vous qui accompagnez les personnes dans cet impensable, hein, d'être séparés, quelles sont les clés essentielles hein, pour accompagner les personnes à traverser cette épreuve? Euh, Dans le cas de la maladie, notamment, je pense que la maladie, ou en tout cas euh, la vieillesse aussi, permet d'entrevoir l'idée qu'à un moment donné, la vie va s'arrêter. Et donc, en cela, ils deviennent des occasions pour se préparer, en quelque sorte. Parce que j'accompagne des personnes malades, euh, les proches me disent, euh, je ne pourrais imaginer la vie sans lui, ou je ne sais pas comment je vais faire après. Et pourtant, rien qu'en le disant, ils l'imaginent déjà. Mhm. Donc, en ce sens, la maladie, la vieillesse, la fin de vie,
deviennent déjà des possibilités pour des clés pour traverser ça. Euh, Se faire aider, bien sûr, pouvoir prendre du temps pour soi, euh, ne pas oublier sa place. On glisse parfois trop rapidement euh, dans des rôles de professionnels, où on s'occupe de notre parent ou de notre proche, comme pourrait le faire un soignant. Je crois qu'il faut pas oublier justement son rôle et sa place avant tout. Euh, S'écouter aussi, s'écouter et accepter que on a aussi nos propres limites. Et, et je crois que la manière dont on traverse ça aura nécessairement une influence sur comment on pourra vivre après. Donc la manière dont on accompagne la personne mourante et Oui, comment on est quand la personne est en train de partir ou dans les quelques heures autour de la mort ou les quelques jours autour de la mort, cette manière de s'écouter et d'essayer d'être au mieux à sa juste place, ça va influencer beaucoup le deuil après. bien sûr. Mhm. Ça me fait penser au moment du Covid, quand justement on n'a pas pu, toutes ces personnes qui n'ont pas pu aller dire au revoir, toutes ces personnes qui n'ont pas pu avoir d'obsèques, enfin il y a eu quand même une impossibilité hein, du rituel, du dire au revoir, l'importance du dire au revoir de ces temps-là. Euh, ont empêché ou entravé que le deuil puisse se faire, ou en tout cas puisse être éprouvé. Moi, j'ai pu accompagner à ce moment-là des personnes qui disaient qu'elles avaient l'impression qu'on les avait privées d'une partie, d'un bout de leur existence aussi, hein. Mhm. Donc, en cela, effectivement, la manière dont on accompagne aura une incidence sur l'après. Euh, c'est pour cela que le deuil peut être très différent, bien sûr, lorsque la mort survient de manière brutale et inattendue. Dans le cadre d'un suicide, par exemple, euh, là, je reviens à l'idée de départ où j'abordais la mort comme quelque chose de traumatique et particulièrement effrayant. On l'a pas vu Mhm. venir. Mhm. Cas de la maladie, euh, je crois que la maladie, et c'est là une autre proposition à nouveau, plutôt que de voir la maladie comme quelque chose d'horrible, la maladie offre quand même cette possibilité de pouvoir vivre quelque chose encore. Mhm. Quand je parle des soins palliatifs ou de ce que je peux faire, moi, avec mon équipe, euh, on dit souvent que effectivement, on ne peut plus rajouter des jours à la vie et pourtant on peut rajouter de la vie aux jours. Mhm. Ça passe par ces tout petits riens, ces instants où il y a encore du plaisir, des instants de rire, ou des instants de partage, des instants de silence, mais ce sont tous des instants véritables. Mhm. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a des rituels ou des pratiques pour apprivoiser la mort ou pour justement ajouter de la vie à la vie? Est-ce qu'il y a des petites choses simples qu'on pourrait faire? Alors, rire. Moi, je dirais déjà rire. Parce que vous savez que le meilleur mécanisme de défense face à la mort, c'est quand même le rire. Il faut savoir que nous, en soins palliatifs, on rit beaucoup, Mhm. euh, parce que le rire, c'est la vie. Alors, c'est un peu utopique ce que je dis là aussi, mais euh, justement, l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas faire mourir la personne avant que la mort ne l'ait décidé. C'est de Mhm. pouvoir justement ne pas se laisser pétrifier par la mort qui rôde, euh, de l'inclure comme quelque chose qui est là, qui sera là, inévitablement, pour tous, euh, de lui faire une place, d'accepter d'en parler, parce que on voit quand même la principale difficulté, c'est une parole lourde, c'est une parole effrayante autour de ça, hein. Euh, et je dis souvent enfin, aux personnes que j'accompagne, euh, pour ouvrir un espace de parole autour de la mort, peut-être déjà dire à quel point, singulièrement,
elle peut nous effrayer. Écoute, papa, je sais qu'on approche d'un moment compliqué, ça me fait peur. Euh, je ne sais pas comment réagir. J'aimerais qu'on puisse en parler, j'aimerais savoir ce que tu ressens. Ouvrir un espace de parole. Ça ne veut pas dire que l'autre s'en saisira, mais au moins on aura essayé. Hmm. Donc ouvrir un espace de parole, rire. Rire encore, bien sûr. J'ai L'importance, l'importance des rituels aussi, de tous ces petits moments euh, euh, qui peuvent être des moments. Alors, j'ai envie de parler de moments de fête aussi, mais euh, célébrer, en fait, célébrer ce qui est encore vivant. Euh, Mhm. J'ai remarqué, moi, quand j'ai accompagné ma maman qui était en fin de vie, qui avait aussi Alzheimer, donc il y avait aussi une problématique de perte de la tête. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, ce qui était finalement plus facile, c'était difficile de parler, c'était difficile parce que il n'y avait pas de mots en fait, c'était difficile de trouver les mots. Mais par contre, il y avait plus de place pour chanter et danser. bien Et sûr. ça, c'était plus facile finalement de danser ou de faire des câlins. Voilà, faire des câlins, danser, chanter, c'était finalement plus facile que de parler. Et parce qu'on n'avait pas de mots. Quand on parlait, c'était la tristesse, c'était le désarroi qui venait. Oui, Tandis qu'à travers le chant, la danse et le câlin, ben là, il y avait de la vie, en fait. tout à fait. Ça me fait penser à une dame que j'accompagne en ce moment, qui me touche énormément, qui est encore chez elle. Et ses filles, elle a deux filles qui qui sont fâchées. Et c'est très compliqué pour elle d'imaginer que au moment de sa mort, ses filles pourraient se déchirer encore plus euh, Hmm, parce qu'elle sera plus là pour les rassembler. Et, euh, et elle me disait, Margot, si vous saviez comme j'aimerais que autour de mon lit de mort, elles se mettent à danser. hmm, Parce que effectivement, ça passe par ce que vous dites, la musique, la danse, le rire, la bêtise, ou parfois même dans le partage euh, d'un, d'un gâteau ou d'un verre de vin, que sais-je. Mais c'est le fait d'être ensemble avant tout. mhm, mhm. Et alors, du coup, est-ce que vous pensez que des rituels collectifs, comme des veillées ou des hommages communautaires, pourraient contribuer à mieux intégrer le deuil dans nos vies? Au-delà de juste aller à la messe et enfin la chose, au-delà du rituel de l'institution. Euh, J'ai envie de répondre par une question. Euh, c'est comment donner du sens? Qu'est-ce qui pourrait donner sens? Et je crois que tout est bon si toutes ces choses-là permettent de donner sens. Euh, Ça rejoint l'idée, ou en tout cas euh, euh, cette intention de spiritualité, ou en tout cas euh, comment je peux donner sens à l'expérience que je traverse. Donc, j'ai envie de vous dire que tout est bon à prendre si ces expériences-là, si ces rassemblements, si ces rituels partagés ou partageables peuvent euh, soutenir et faire de la place pour intégrer la mort comme quelque chose enfin, comme faisant partie de la vie. Euh, et éviter, je dirais surtout plutôt éviter toutes ces injonctions. Moi, ce qui m'effraie terriblement, c'est on parle de deuil, mais les patients me la racontent, hein, à quel point c'est dur pour eux, ces injonctions à refaire sa vie. Comment on pourrait refaire sa vie? On Mhm, poursuit toujours sa vie, on ne la refait pas d'ailleurs, hein. En tout cas, si on peut la refaire, il faut me dire, on appuie où? mhm, Euh, ou tu verras avec le temps, tout s'apaise. Oui, bien sûr, mais quand la personne, elle est dans une autre temporalité, on a beau lui dire avec le temps, ça va s'arranger, ça apaise pas sa douleur à ce moment-là. Euh, Essayer voilà, d'éviter toutes ces injonctions et de laisser place à, à l'existence du sentiment de culpabilité. Je le dis souvent, euh,
la culpabilité, elle a quelque chose de très fécond pour moi, de très important, dans le sens où parfois on va se rendre coupable ou responsable ou se culpabiliser, hein, comme on le dit un peu vulgairement, euh, d'événements qui, a priori, n'ont pas d'incidence directe avec nous. Mais justement, la culpabilité, ou en tout cas le sentiment de culpabilité, c'est comme un fil rouge imaginaire que l'on peut tisser et dresser entre soi-même et l'expérience qu'on a vécue. Je pense à une dame que j'ai pu accompagner qui me disait au moment de la disparition de son époux à quel point elle était coupable de sa mort parce qu'il était mort d'un cancer des poumons et que lui n'avait jamais fumé alors que elle, oui. Mhm. Pourtant, rationnellement, on savait très bien qu'elle n'y était pour rien. Euh, Mhm. et pourtant, elle se sentait intimement reliée et coupable du décès de son époux. Et c'était pas pour elle une manière de traverser ben justement cette perte et cet impensable. Mais donc, en fait, c'est OK de se sentir coupable alors? Ça fait partie de la manière dont on choisit de traverser? En tout cas, c'est une manière de traverser ce qu'on vit. Et donc pour moi, il faut surtout pas chercher à déculpabiliser quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il faut alimenter non plus cette culpabilité en disant oui, oui, tu as raison, insiste bien. Euh, non, non. Mais c'est de laisser place, là encore, à tous ces sentiments contradictoires. Dans le fond, elle savait très bien, cette dame, que rationnellement, elle n'y était pour rien. Mais c'était une manière pour elle de rester actrice de sa vie, de son histoire et de ce qu'elle était en train de vivre. Mm. Mm. Mais cette culpabilité, elle peut nous ronger quand même. Si elle s'instaure et si elle dure, bien sûr. Mais je Mm. crois que lorsqu'on arrive justement à transformer, euh, à réinvestir, à accepter de perdre, comme je disais, pour pouvoir conserver, on s'en détache progressivement. Mm. Mais donc l'étape importante, c'est d'accepter de perdre pour pouvoir conserver. Accepter de perdre pour pouvoir conserver. Ou en tout cas, accepter d'avoir perdu une partie de soi, surtout. Mhm. Mhm. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça que enfin, on va bientôt clôturer cet épisode et je repars vraiment avec cette leçon d'accepter de perdre pour pouvoir conserver. Et c'est cet attachement, ce déni de la perte oui, cet attachement et de cette impossibilité de perdre qui nous empêche de pouvoir conserver. Hmm. Et Et on se rend compte souvent qu'on conserve bien plus que ce qu'on avait imaginé. hmm. Parce En que, acceptant de perdre, ouais, on conserve bien plus que ce qu'on avait imaginé. Hmm. on a chacun des ressources exponentielles, je dirais. Et j'aime pas trop l'idée de conseil, mais je dirais peut-être que euh, se faire confiance, s'écouter, euh, accepter, voilà, cette idée d'un chemin euh, parsemé de deuil et, euh, et de, de transition, de changement. Toute notre vie, on perd tout un tas de choses, mais on en gagne tellement. Hmm. Hmm. Ce que j'aime bien, moi, me rappeler vis-à-vis du deuil et vis-à-vis de la mort, c'est que, en fait, c'est une énorme histoire d'amour. Mhm. Finalement, à la fin, au moment de la mort, ce qu'il y a, c'est de l'amour. Si on est mourant, c'est de l'amour pour ceux qu'on laisse. On s'inquiète, on pense à nos enfants, on pense à nos proches, on pense à tout ce qu'on laisse, on pense à tout cet amour pour les personnes qu'on a aimées et qui nous ont aimés. Et quand on est de l'autre côté et qu'on accompagne une personne qui meurt, bah, c'est ça aussi. C'est une histoire d'amour, en fait. C'est un moment d'amour à vivre. C'est un moment d'amour à vivre et de laisser son cœur.
presque craquer, mais Mm. craquer de tellement d'amour, en fait. C'est ça qui fait mal, c'est qu'il y a tellement d'amour là à vivre. Ça peut, effectivement. C'est pas le cas tout le temps, mais ça peut. Euh, ça peut déborder d'amour, comme vous dites. Ça peut craquer de douleur. Et moi, je fais le parallèle nécessairement, hein, mais la mort, l'amour, il n'y a qu'une Mhm, lettre d'écart. mhm, mhm. Mm. On va clôturer cet épisode. Margot, un grand, grand, grand merci d'être venue au micro pour parler de ce sujet dont justement on est bien d'accord, il faut faire de la place à la mort. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs et nos auditrices? Je vous remercie de votre invitation avant tout. Je voudrais surtout partager avec nos auditeurs euh, et renforcer peut-être un petit peu euh, la confiance qu'il y a en eux. Euh, Écoutez-vous, prenez soin de vous, acceptez vos limites, euh, parlez de la mort et parlez d'amour. Hmm, hmm. Merci, merci, merci beaucoup Margot. Alors vous qui nous écoutez, j'espère vraiment que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et de réconfort. N'hésitez pas à partager vos impressions, toutes vos questions et prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour t'aider à ne plus vivre ta vie à moitié endormie. Tu le trouveras sur mon site christinelevicky.com. Et je te rappelle aussi que tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom Christine Levicky. Je t'attends pour échanger. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.